Alors, bienvenue dans ce tout nouveau vlog avec un savoureux ajout en style, c'est-à-dire mon parler nasillard. Parce que oui, si vous avez regardé mon dernier vlog, je faisais la clôture alors que j'étais en plein cœur d'un gros rhume carabiné. Désolée pour le parler. Comme j'avais pas eu depuis longtemps, sans doute avant la pandémie, peut-être que mes petits soldats sont plus vraiment habitués à combattre, donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais disons que c'est un peu intense, ce qui fait que cette ouverture va sans doute être très brève. Je voulais simplement ouvrir ce nouveau vlog. Alors, à quoi va ressembler ma semaine côté lecture? Aucune idée. La semaine dernière, ça a été plutôt centré sur une lecture audio très marquante qui était Station Eleven de Emily St. John Mandel. Et ensuite, j'ai fait un gros blitz de lecture de romans graphiques et d'albums jeunesse qui sont avec des belles découvertes. Cette semaine, je pars sur une lecture audio réconfortante, entre guillemets. C'est-à-dire que je continue mon Read Christie 2023 avec La contrainte du mois d'avril, qui est de trouver une histoire, en fait, dont le moyen de commettre le crime est un poison. Bon, avec l'Agatha Christie, disons que c'est assez courant, on va se le dire. Et plutôt que de prendre le titre qui était suggéré, qui était Sparkling Cyanide, j'ai décidé d'y aller avec un titre que je connaissais moins. Et je l'ai déjà lu, mais ça fait un peu plus longtemps. Donc, c'était The Pale Horse. Et c'est une histoire qui semble introduire le principe de mort par moyen occulte. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est sur la liste des livres qui potentiellement peuvent complaire de des poisons. Je ne sais pas si ce sera si occulte que ça. Donc, en gros, on va suivre un l'enquêteur, le jeune, qui enquête sur la mort un peu étrange d'un prêtre qui s'est fait tuer alors qu'il revenait d'aller faire une confession auprès d'une femme qui était mourante et qui lui avait confié une liste de noms de personnes, visiblement, et on ne savait pas trop pourquoi, et il s'est fait tuer, et évidemment, les spectateurs vont vouloir savoir, est-ce que ça a rapport avec la liste, est-ce que c'était peut-être du chantage, est-ce que c'était autre chose? Et c'est une histoire où il y aura ni Hercule Poirot ni Miss Marple, mais bien Ariadne Oliver, qui est l'alter ego de Agatha Christie, ainsi que Mark Easterbrook, qui est un personnage autre, qui n'est pas en fait, je pense qu'il est déjà allé une fois ou deux dans un autre Agatha Christie, mais c'est simplement, c'est pas un personnage récurrent dans le fond, dans les Agatha Christie. Et ce sont ces deux-là qui vont visiblement mener l'enquête et qui vont, en collaboration peut-être avec le légiste et tout ça, c'est ce que je comprends. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, ben, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que c'était réconfortant. En ce moment, j'ai à peu près zéro capacité de concentration. Donc, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, de toute façon, je vais faire des lectures. Je suis encore en mode à la maison et prendre soin. Mais je vous tiens au courant si j'en ai d'autres au courant de la semaine. Mais je ne me mets pas, disons, de pression ou d'attente. Ça va dépendre de mon état, comme on dit. Alors, je ne vous ferai pas endurer plus longtemps ce savoureux cette savoureuse voix caricaturale avec les M qui deviennent des B et inversement. Et je vais tout simplement ouvrir ce vlog et je vais me dire, on va se croiser les doigts pour que je puisse me dire à mes livres et allons-y! Du roman ne sait pas encore qu'elle vient de sceller son destin. Un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Eh bien, bonsoir. Alors, je vous fais quand même un petit compte-rendu rapide avec cette savoureuse voix encore. Je suis désolée. Parce que j'ai finalement terminé le Agatha Christie dont je vous parlais, The Pale Horse. Écoutez, c'était vraiment excellent. Puis, ça me disait quelque chose. Fait que j'avais quand même un petit indice par rapport à qu'est-ce qui était un petit peu la clé de l'intrigue. Mais finalement, je me suis fait vraiment
à voir jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la toute fin, j'avais l'impression que ça allait se passer d'une certaine façon. Et je pensais, bien humblement, que c'était parce que je m'en souvenais. Mais en fait, c'est parce que je m'étais fait monter en bateau par Agatha Christie, visiblement. Parce que jusqu'à la toute fin, j'ai fini par me rendre compte que j'étais complètement dans le champ. Donc, c'est vraiment un Agatha Christie intéressant qui joue dans la talle un peu, comme je vous disais, de l'occulte, de, de ce qu'on croit possible ou impossible. Bien entendu, des gens malveillants qui peuvent peut-être se cacher à des endroits où on les attend pas nécessairement. Ça juge aussi beaucoup sur les perceptions qu'on peut avoir des gens en regard de leur apparence, de leur rôle dans la société. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis le fait que ce soit justement pas les détectives ordinaires, c'est-à-dire courants, donc Miss Marple ou Hercule Poirot, c'était intéressant. Le fameux Mark Easterbrook, qui est peut-être pas loin de Hastings dans le sens où il est peut-être pas aussi candide, mais on suivait toujours le lecteur est comme un peu invité à voir les choses du point de vue de Mark Easterbrook, donc à suivre son raisonnement, à suivre où est-ce qu'il pense que ça s'en va et qu'est-ce qu'il croit qu'il s'est vraiment passé. On s'identifie à ça. Fait que de ce côté-là, ça me rappelle un peu le côté Hastings parce que c'est quelqu'un qui fonctionne avec son cœur quand même. Donc, c'est sûr que jusqu'à un certain point, ça peut fonctionner, mais bon, à un moment donné, ça devient peut-être pas suffisant pour résoudre tout ça. Et puis, j'ai bien aimé aussi le personnage de l'inspecteur Lejeune et la minuscule contribution d'Ariel D. Oliver. C'était vraiment excellent. Donc, je vous en parlerai pas plus longtemps, mais si jamais vous voulez découvrir un Agatha Christie un peu hors norme, je vous suggère vraiment celui-là, donc The Pale Horse, qui est le cheval pâle en français. Ça vaut le détour, je pense. Une bonne petite lecture pour le Read Christie 2023 d'avril. Alors, à la prochaine. Eh bien, bonjour. Alors, je retente le coup pour une chronique. Vous aurez encore des petites diphtongues enrhumées, mais bon, c'est comme ça. J'ai découvert par hasard un opuscule que j'avais jamais lu de Mario de Muraille. J'ai découvert un livre audio, c'était vraiment chouette. C'est le titre 22, donc de Mario de Muraille. C'est publié à l'École des loisirs à la collection Mouche, donc c'est considéré comme un mouche. Mon Dieu, que c'est à propos. C'est mon humour de rhume, je suis désolée. Donc, 22 de Mario de Muraille à l'École des loisirs, à la collection Mouche. Et en fait, c'est des premiers romans habituellement. Puis bon, c'est sûr que c'est pensé comme un roman pour les plus jeunes, mais je dirais que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et je vous explique pourquoi. Donc, 22, c'est l'histoire d'un royaume où un duc et une duchesse règnent, même si ce n'est pas des rois, visiblement. Et ils ont un jour un enfant qui s'appelle Ivan, qu'ils vont appeler Ivan, le petit duc Ivan. Et quelqu'un va faire, par inadvertance, une chanson pour célébrer la venue de Ivan, mais qui n'est pas très habile et qui est un petit peu à l'humour douteux, disons, et que les gens vont retenir et vont se mettre à chanter comme ça à tout vent. Et le duc va être au courant et ça va vraiment le fâcher. Et il va décider, à partir du moment où il apprend ça, que, en fait, comme il peut pas, comme c'est devenu une espèce de succès populaire, puis qu'il peut pas faire pendre tous les gens qui ont chanté cette chanson-là, qui selon lui insulte son fils, il va décider d'interdire de prononcer la lettre V, qui, je vous rappelle, est la 22e de l'alphabet. 22, n'est-ce pas? Et lorsque quelqu'un va enfreindre cette loi-là, va devoir payer 50 sous pour chaque V prononcé. Donc, va commencer maintenant, ensuite, suivant cet édit-là, même si c'est pas un roi, mais enfin bon, cette espèce de loi-là, une époque où tout le monde va essayer de trouver des synonymes pour contourner le principe du V. Par exemple, dans Votre Majesté, ça va devenir Ta Majesté, parce que, en fait, le vouvoiement va disparaître complètement. Puis les gens vont commencer à être de plus en plus malheureux parce qu'évidemment, il y a des choses qui vont disparaître, comme le métier d'écrivain, ça n'existe pas. Le petit duc s'appelle Ivan, mais il va se faire appeler Ian tout le long parce qu'il y a un V dans son nom. Bref. Et il y a quelqu'un qui va... Vladimir, qui était jadis très proche du duc, était un écrivain, qui va décider de se sauver du royaume parce que il a participé à l'espèce d'effort de répression du V, puis il y a un ministère de la répression du V qui va arriver, puis ils vont payer des gens pour réécrire les livres en enlevant les V, puis en même temps en reformulant tout pour qu'il n'y ait pas de V dans les phrases.
Et après avoir fait ça un moment, il est comme, bon, j'en ai vraiment assez, puis il va quitter, s'en aller en campagne dans un endroit où il pense qu'il va pouvoir écrire en paix, puis pas se soucier de la garde qui émane même du ministère de répression du V, qui sont des gens qui sont là, que les gens vont dire 22, 22 pour les aviser, puis c'est des gens qui se promènent, des agents infiltrés qui se déguisent en gens normaux pour sévir et donner des amendes. Je suis là avec mon peigne. Je me sens vraiment dans le... Excusez. Donc, des agents qui vont sévir et actionner des contraventions de 50 sous, le V prononcé. Donc, bref, cet homme-là, qui s'appelle depuis le moment de l'interdiction Vladimir, parce que bien sûr, Vladimir, c'est pas possible, il va déménager en campagne et il va mener une vie sympathique, où il va rencontrer quelqu'un et avoir une enfant. Et tout ça, ça a été une grosse mise en contexte, mais finalement, ce qui va arriver, c'est que après plusieurs années, le petit duc va évoluer dans un monde sans V. Et un jour, va commencer à aller pas si bien que ça, et on va lui prescrire d'aller à la campagne. Et il va aller à l'endroit même où, par hasard, où Vladimir s'en était allé, et où il y a maintenant une famille avec une petite fille qui s'appelle Viviane. Et je vous en dirai pas plus. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est présenté comme un conte, un peu, évidemment, là, duc, duchesse, ce genre de réaction intense-là à un outrage, ça fait très conte, mais en même temps, c'est tellement intéressant parce qu'évidemment que ça nous fait penser à la censure, que ça nous fait penser au fait qu'en fait, en retirant quelque chose drastiquement et systématiquement d'un ensemble langagier, disons comme ça ici, ça va enlever vraiment de la richesse à la langue, puis ça va compliquer la vie des autres. Et puis, au cours de l'histoire, on va même comprendre que le duc, au départ, qui avait lancé cette interdiction-là, avec le temps, il vient tanner, puis lui-même, il se cache la nuit pour comme dire des mots en V, parce qu'il n'est pas capable il est pas capable de s'empêcher de les dire, parce que ça fait partie de l'alphabet, puis qu'il est comme un peu de misère. Mais il est comme trop orgueilleux pour revenir sur sa parole. Donc, c'est super intéressant parce que quand Mario de Muraille l'écrit, je pense pas que c'était vraiment dans le contexte actuel. Là, ça fait un bon moment. Je vais vous mettre l'année, mais à mon avis, c'est pas nouveau. Là. Ça doit faire un bon moment que c'est paru, donc ça avait aucun rapport. C'était pas une prise de parole par rapport à ce qui peut se passer maintenant, par rapport à la censure en tout genre. Mais c'est quand même super intéressant. Puis la chute est un peu prévisible, mais c'est correct. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une structure de conte, puis c'est comme volontaire, c'est comme on amène le lecteur là. Puis c'est comme si on l'amène aussi à dire que cette chute-là, finalement, c'est comme la chute qui devrait peut-être y avoir, dans le fond, pour que les choses se replacent. Mais donc, tu sais, c'est vraiment un conte, une fable, disons, une fable philosophique cachée. Mais c'est surtout super humoristique, vraiment drôle, puis qu'à un moment donné, le narrateur, au départ, quand il commence à raconter l'histoire, puis que les mots en V commencent à être interdits, même le narrateur est comme, bon, alors à partir de maintenant, puis à chaque fois qu'il veut dire un mot en V, la narration elle-même dit « Oh! » Fait que là, il était obligé de faire un synonyme puis de mettre un autre mot, donc c'est vraiment excellent. Si jamais vous avez jamais découvert, vous avez jamais lu La Plume de Mario de Muraille, ou que c'est vraiment une super belle porte d'entrée. Puis je vous dirais même, comme c'est un premier roman, là, mais je veux dire, mettons qu'on le prend comme une fable, ça peut aller vraiment, à mon avis, on peut même aborder ça comme jusqu'au 3e cycle du primaire. Si vous voulez le faire en classe avec la littérature, enseigner avec la littérature jeunesse, je pense que ça serait vraiment parfait. Peut-être que c'est déjà fait, là. Mais parce que c'est ça, justement, c'est sûr que c'est la contrainte, évidemment, qu'on voit assez rapidement de qu'est-ce qu'on pourrait faire sans une lettre. Il y avait déjà un album, d'ailleurs, qui avait été fait comme ça, sans le A. Si je vais vous le mettre ici, c'était intéressant, c'était pour voir la différence que ça pouvait faire en enlevant, dans le fond, de la voyelle. Mais là, dans ce cas-là, dans le fond, c'est vraiment une histoire sans le V. Mais c'est surtout une histoire sociale, une histoire qui amène à réfléchir justement à quelle est la réaction par rapport à quelque chose comme ça, puis comment on réagit comme société, puis qu'est-ce qu'il y a comme impact, peu importe la décision qu'on prend par rapport à une situation qu'on considère comme problématique au départ. Mais c'est surtout tellement savoureux, puis si jamais Mario de Muraille, c'est une plume tellement, tellement habile. Elle a également fait des séries d'enquêtes jeunesse. Et, il y a les Émiliens, je pense, il y a les Nils Hazard. Ouais, ça, c'est les enquêtes jeunesse. Nils Hazard, c'est vraiment bon. Sans compter toutes les autres, ces autres douceurs qu'elle a faites, là, mais je vous le dis, c'est juste parce que j'ai repensé à ça, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps les adaptations en BD de Miss Charity qui sont
et dont le roman, en fait, est écrit par Mario de Muraille. Et là, je sais pas, je suis tombée là-dessus, je me cherchais une lecture super courte parce que j'essayais d'aller prendre un peu d'air, puis je peux pas prendre des grandes marches parce que bon, j'ai de la misère, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mais là, je me disais, bon, mettons que je pars pour 30 minutes. Fait que je cherchais une lecture de 30 minutes. Puis ben, en livre audio, c'était une lecture de 30 minutes. Mais j'étais sûre que j'avais déjà lu ça, puis finalement, non. Puis donc, j'ai vraiment été super agréablement surprise. Puis comme je vous dis, c'est sûr que ça reste que c'est un premier roman, mais ça se pense, ça se veut vraiment comme plus qu'un premier roman. Puis Mario de Muraille, elle prend une de ses forces, il y a plusieurs forces, la finesse de son écriture, la justesse de son humour et le fait qu'elle prend jamais le lecteur pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, peu importe son âge. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, ça a été comme un coup de cœur pour moi, le 22 de Mario de Muraille, complètement impromptu dans ma journée en microbé. Donc, voilà. Ben, je vous la suggère, cette lecture-là, si jamais ça vous dit. Une petite lecture courte pour vous. Même que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez dans l'enseignement ou pas, je vous dis, ça vaut vraiment le déplacement. Alors, ben voilà. Me voici encore une fois au carrefour de cette décision où je me dis qu'est-ce que je vais prendre comme livre audio parce que évidemment, j'ai terminé les 2 livres audio que j'ai lus cette semaine. Je vais peut-être feuilleter la revue des libraires, voir si ça me donne des idées. J'ai plein de possibilités, mais en ce moment, comme j'ai pas la concentration très élevée, on dirait que j'ai pas vraiment d'autres idées. D'ailleurs, je vais peut-être poser la question sur Insta, mais vous pouvez le mettre en commentaire peut-être, même si ça va sortir plus tard, c'est pas grave. Ça va peut-être servir à d'autres gens. En ce moment, on dirait que c'est le moment où l'ensemble de la population tombe malade. Nos systèmes immunitaires sont définitivement un petit peu en mal de pratique depuis des années, depuis 2-3 ans. Bref, est-ce que vous avez des suggestions de livres à lire quand vous êtes... Qu'est-ce que vous lisez, vous, quand vous êtes malade? Quand vous avez le cerveau en beurre d'arachide, quand vous n'êtes pas capable de vous concentrer? Qu'est-ce que vous lisez? Ou avez-vous une suggestion spécifique à me faire par rapport à ça? Puis, ça va me faire plaisir de le prendre en note, peut-être, pour voir si je suis capable de me trouver une petite lecture sympathique pour combler cette drôle de semaine qui s'amorce. Donc, ben, d'ici là, en fait, je vous dis à tout bientôt, puis je vous reprends dès que je peux. Bye! Alors, bonsoir. Me revoici en mode rémission, disons, de ce microbe. Comme vous pouvez l'entendre, c'est encore présent, mais c'est vraiment la vraie première journée où les choses commencent à aller un peu mieux. Je vais toucher du bois vu qu'il y en a plein en arrière. Quelle aventure microbienne ai-je vécue? C'était pas super. Donc, me revoici. Je viens vous voir tout d'abord parce que je viens tout juste d'entamer en fait, la nouvelle lecture audio. Je vous disais que j'hésitais un petit peu, que j'allais peut-être lire la suggestion que mon père avait faite, de lire L'Anomalie de Hervé Letellier, je mélange toujours le nom de l'auteur. Lorsque j'avais terminé, dans un vlog précédent, j'avais terminé Station 11 de Emily St. John Mandel. Et j'étais un peu en deuil, puis mon père m'avait dit ben écoute, lis L'Anomalie, c'est pas pareil, mais il y a un peu des parentés et tout ça. Et on a quand même des goûts similaires, puis il lit beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis j'hésitais un peu parce que j'avais peur que ce soit, je sais pas, que je compare les deux alors que c'est pas du tout pareil. Et puis là, j'ai fait un petit détour par Agatha Christie, puis hier Mario de Muraille. Puis j'ai décidé de me lancer quand même dans L'Anomalie. Et ben écoutez, j'avais fait déjà un résumé dans le précédent vlog, mais je vais quand même vous lire au moins ce qui était indiqué par l'éditeur comme information sur la 4e de couverture. Alors, ça dit, tout d'abord, ça commence par une citation, ça dit « Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. »
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy, pop star nigériane lasse de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Donc, j'avais une description par mon père. Tout semble relié, comme on disait, à un vol Paris-New York et qui va potentiellement semble, de ce que je comprenais entre les branches, une genre de faille dans le continuum espace-temps, entre guillemets. On verra bien. Jusqu'à maintenant, on est encore dans la rencontre des personnages. Donc, les chapitres sont présentés par perspective de personnage. Jusqu'à maintenant, j'ai rencontré Blake, le père de famille tueur à gages. J'ai rencontré Victor Miesel, l'écrivain confidentiel. Et j'ai rencontré, j'ai oublié son nom, mais c'est pas une avocate. C'est une monteuse cinématographique. J'ai oublié son nom. Bref, j'en ai rencontré 3. Puis là, je sais plus, je suis rendue au 4e. Et je dis comme si je les avais vus. Je veux dire, on s'entend, hein? J'ai lu, j'ai entendu leur description. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on fait un tour dans la vie de chacun des personnages, puis on va les voir dans une période qui est potentiellement printemps 2021, à peu près, ish. Puis ça fait toujours référence à un vol qui a été fait en avion à Paris-New York en mars 2021, de ce que j'ai compris. La plupart des gens, ça fait partie de leur narratif. Mais c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien nécessairement entre ces gens-là. Pour le moment, on est dans la description. La plume est vraiment excellente. J'avais jamais lu de Hervé Letellier. Ah, je sais pas pourquoi je dis Letellier. Hervé Letellier. C'est tellement bien écrit. Ça me rappelle vaguement l'espèce de d'humour candido direct de Pénac par moment dans la saga Malocène. Parce que c'est quand même rude. On commence par... M'excuse, je vais faire ça souvent, là. C'est le restant des microbes qui décide de se manifester. On reprend donc. Alors, oui, c'est ça. Ça me faisait penser un peu à Pénac, entre guillemets, dans les Malocènes. Parce que dès le départ, le premier personnage qu'on nous présente, c'est Blake, qui est le tueur à gages et qui nous décrit avec beaucoup de calme et de je sais pas, sans prendre aucun détour ni faire de drame, à quel point c'est quelqu'un qui aime ça, dans le fond, tuer. Donc, ça commence comme ça. C'est assez confrontant. Il y a des descriptions, mais pas trop. Le ton est toujours comme un peu comme mi-sérieux, mi-ironique. On ne sait jamais trop où ça se situe. À date, j'adore la plume. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler au niveau de l'intrigue, mais j'adore la plume. Donc, très belle suggestion de mon père jusqu'à maintenant. Je continue à l'écouter en livre audio. Mais je sais pas si je vais pouvoir la finir en livre audio, mais en plus, le narrateur est excellent. J'ai pas son nom en ce moment, à moins que j'arrive à le trouver rapidement. C'est un narrateur, ça doit être un acteur parce qu'il est tellement bon. Donc, je lis le nom. C'est lu par Robin Renucci. Donc, c'est vraiment, peut-être qu'il est connu, là. Moi, je ne connais pas, mais un narrateur top. Alors voilà, ma lecture en cours, c'est ça ici. Donc ensuite, j'ai décidé d'aller faire un petit tour. En fait, j'avais des courses à faire et l'endroit où je fais des courses est en fait un endroit où il y a également une librairie. Donc, j'avais pas vraiment le choix de me rendre. Alors, j'ai fait une petite tournée de librairie en cette journée étrangement estivale, hein, parce que là, vous allez voir que je vais mettre quelques images un peu étranges, mais autant il y a eu du verglas la semaine dernière, puis il a fait vraiment froid, comme, mettons, en bas de 0. Et puis là, soudainement, aujourd'hui, il a fait 29. Donc, ça a toujours été pas mal comme ça au Québec, mais là, cette année, c'est particulièrement flagrant. Et clairement, ça risque d'être comme ça pour les années à venir, malheureusement, parce que la Terre, on l'a un peu déréglée. Mais c'est sûr que c'est quand même troublant. C'est sûr que là, pour les microbes, les changements de température comme ça ne doit pas aider vraiment. Il doit y avoir des bactéries ou des microbes qui sont comme « Oh yeah! Il fait chaud, on n'est pas obligé de les avoir à ce temps-ci de l'année. » Bref, on verra bien.
Et il ne faut pas planter ses fleurs avant la fête des mères de notre côté, qui est en mai. Mais là, il va faire 30, puis toute la fin de semaine, j'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, je vais planter mes fleurs. » Voilà, c'est mon opinion jardinière, soudainement. Attendez donc avant de planter vos fleurs, parce que on ne sait jamais en ce moment, là, c'est déjà arrivé qu'on ait de la neige en mai, donc, hein? Voilà, cette parenthèse est maintenant terminée. Tout ça pour dire que je suis allée, hey, mon cerveau a de la misère. Je suis allée à la librairie et je me suis laissée tenter. J'avais quand même, je suis partie avec une liste de souhaits. Je suis un peu l'idée de Mademoiselle Lee. Elle fonctionne avec une application. C'est parce que c'est Glyph, mais moi, je suis à l'ancienne. J'enregistre les couvertures des livres dans ma galerie de photos de mon téléphone, puis je les mets dans mes favoris, puis je me promène comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai décidé d'acheter des livres, et c'est principalement du québécois. Donc, c'est des livres que j'aurais pu prendre à la bibli, mais que j'ai décidé d'acheter, parce que c'est du québécois, et que, on vu que ça roule quand même, puis je suis moi-même bibliothécaire, donc je suis pour les bibliothèques, mais de temps en temps, j'essaie quand même de faire un bout pour que ça se rende aussi directement aux auteurs. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, j'ai pris, et quelle bonne nouvelle, et je l'ai vu passer par hasard, mais saviez-vous qu'au Québec, on fait maintenant des mangas? Alors, ce sont les éditions Michel Quintin qui ont commencé une nouvelle série. Les auteurs, les créateurs, c'est Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre. Et donc, c'est les élus Elioun. Les élus Elioun. Voilà. Alors, la quatrième, c'est sans cesse attaqué par les forces du néant. Elioun, l'arbre de la vie, choisit de puissants guerriers pour défendre les 9 mondes. Dotés de pouvoirs hors du commun, ces valeureux soldats forment le clan des élus Elioun. Au cours d'un terrible affrontement, un groupe d'élus est terrassé. Seule survivante, Ulfa part à la recherche de Revner, qui, juste avant de mourir, a activé son pouvoir de réincarnation. 5 ans plus tard, Revner est devenu berger et n'a plus aucun souvenir de son passé. Mais lorsque la quiétude de son village est menacée, le jeune homme rendosse son rôle de héros, sans se douter de la puissance qui sommeille en lui. Bon, on n'est pas dans un univers vraiment qui est absolument le mien. On est vraiment dans aventure fantastique et tout ça, c'est moins mon genre, mais j'étais vraiment curieuse et de toute façon, je l'aurais consulté en bibli, puis là, je me suis dit, je vais l'acheter. Donc, je vais quand même vous montrer l'intérieur, quelques planches. Donc, c'est vraiment un sens de lecture japonais. Donc, ça commence comme un manga, donc pour ce qui est nous autres, la fin. Puis ça va être le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, de haut en bas. Et je vais montrer d'autres planches peut-être. Ça a vraiment l'air intéressant. C'est un bon dessin, j'aime bien. C'est pas trop chargé. Et sincèrement, c'est à s'y méprendre, dans le sens que je sais pas si j'avais pas su que c'était pas japonais. Je suis pas certaine que j'aurais détecté. Donc, vraiment contente, j'ai hâte de lire. Donc, les élus de Elioun. Les élus Elioun. Les élus Elioun? Je vais la voir. Les élus Elioun. Et c'est chez Michel Quintin et c'est un shonen. Donc, ils ont même mis la petite catégorie. J'imagine qu'ils vont se lancer potentiellement à ce temps les mangas, mais c'est tellement de bonnes nouvelles, je suis comme euphorique. Alors, voilà pour le premier. Et quand on l'achète, ça venait avec une petite figurine. Bon, je suis pas très goodies, mais une petite figurine. De toute façon, moi, j'ai dans mon entourage des jeunes lectrices dévoreuses de manga. Et si jamais je l'ai lu et que c'est pas un livre nécessaire que je veux conserver, ça reste que ça tombe dans leur imaginaire également. Et bien entendu, je passerai souvent au besoin. Ensuite, on reste dans le québécois. J'avais vu passer ça, je sais pas si c'est Sophie Lee, je me souviens plus. Mais ouais, j'ai vu ça, je savais même pas que ça allait paraître, c'est chez La Courte Échelle. Alors, ça s'appelle L'Inoubliable, mais comme dans pas d'apostrophe. Donc, Linou, comme le nom de quelqu'un, L'Inoubliable. Et c'est particulier. Et je vais vous lire la quatrième parce que je ne sais pas si je vais arriver à vous le résumer. Donc, cher Linou, voici comment débute chaque lettre que Mimi adresse à la petite sœur qu'elle n'a pas connue. Des lettres tapées sur une vieille dactylo où elle tente de démêler les racines du passé et les événements qui ont mené leur famille au point de rupture. Des lettres où elle se confie aussi, sur ses amitiés, ses amours naissantes et sur ce qu'elle n'ose pas dire tout haut. Des mots tantôt drôles, tantôt déchirants, qui l'aident à se définir et à se libérer d'un secret trop longtemps retenu. Donc, je vais vous montrer, on a quand même joué le jeu des lettres. Donc, on a à l'intérieur différentes fontes. C'est ici comme si c'était sur une vieille dactylo. J'en ai vu avec d'autres
Ou peut-être que c'est juste le début. Oui. Ouais. Des fois, on en a avec d'autres... quand c'est comme un peu... on dirait que c'est comme un peu journal intime, comme si elle avait écrit ça à la main. Donc, on a une fonte pour le... comme si elle avait écrit à la main, puis le restant, c'est vraiment en dactylo. Donc, c'est vraiment un roman épistolaire. Et... puis c'est Lou Beauchesne là, qui écrit ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est l'autrice, c'est Lou Beauchesne. Et c'est de la courte échelle. Et ça commence par une citation en exergue. Je vais vous dire, c'est quoi le mot? Je suis jamais sûre. Alors, c'est une citation d'une chanson écrite par Anonyme. Alors, c'est « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » Donc, extrait de À la Clairefontaine, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, je trouve ça très touchant, ça me tente bien. Voilà, c'est considéré comme du ado. Oui, ado, littérature ado québécoise. Ensuite, on continue dans le québécois. Et on va cette fois dans le documentaire funky. Et d'ailleurs, je dis pas ce mot-là par hasard. C'est la collection des mini-punk, les bio qui ont du mordant. C'est chez La Bagnole et j'ai décidé de prendre Claude Gauvreau. Alors, c'est Claude Gauvreau, l'art vraiment bizarre, expliqué aux enfants par Francis Desharnais. C'est une nouvelle collection qui a été mise de l'avant par Jade Bérubé, qui est chez La Bagnole maintenant. Avant, elle était chez Curium, pour info. Et je sais qu'il y en a 2 titres qui sont sortis. Il y a Claude Gauvreau et il y a le trash expliqué aux enfants, je pense. Le trash metal expliqué aux enfants. Puis ça, là, je vais le lire aussi, mais sans doute en biblio. Ça m'interpellait comme juste un peu moins, mais c'est vraiment intéressant. C'est pas toujours les mêmes créateurs, d'après ce que je peux voir. Puis là, Claude Gauvreau, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même un poète québécois particulier qui a même comme inventé une langue. Et je trouve ça tellement intéressant. L'intérieur, c'est malade. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Dans le fond, on parle de Claude Gauvreau, mais avec un visuel complètement éclaté. On essaie d'expliquer un peu qui est le Claude Gauvreau, alors que beaucoup de monde, des adultes, ne savent même pas comment vraiment mettre en mots qui est Claude Gauvreau. Pour info, il était plus connu pour sa pièce de théâtre. Ouais, il a fait plein de choses, mais la pièce de théâtre, La charge de l'orignal est pas viable. D'ailleurs, c'est bon, excusez. Ah, ces microbes qui restent. La charge de l'orignal épormiable. Ah, j'ai presque retrouvé mes M. Incroyable. D'ailleurs, c'est ça la planche que je vous ai montrée, je pense. Ouais. C'est ça, c'était justement pour le théâtre, il a créé un personnage d'orignal épormiable qui ouvre des portes en donnant des coups de tête comme un orignal. Ça avait l'air vraiment bon. Alors, mon Dieu, quelle belle idée. Alors voilà, c'est paru avec le 2e titre pour les amateurs de métal. Le trash metal expliqué aux enfants également. Je vais vous mettre la vignette, donc dépêchez-vous. Ça vient juste de sortir, c'est tellement chouette. Je crois que ça va être des incontournables. Ensuite, j'ai fait un achat que, en temps normal, je dois vous avouer que j'aurais vraiment pris à la bibli, mais c'est une autrice que j'ai plus suivie sur Internet, puis ça tombe bien, vous allez voir. Parce qu'elle faisait des petites BD qui étaient liées à la vie de famille un petit peu, puis et tout ça. Puis je sais, elle avait quand même illustré quelques BD aussi. Elle en avait fait 2, je pense, puis elle a illustré d'autres BD puis d'autres livres jeunesse. Puis j'aimais bien ce qu'elle faisait. Puis elle a fait une réorientation récemment, d'après ce que je peux comprendre, de carrière, tout en continuant à dessiner. Elle est devenue, je pense, doula, donc accompagnatrice de naissance. Mais elle a, semble-t-il, continué à écrire. Et là, elle a sorti ceci, qui était un projet, je pense qu'elle avait, d'arrêter les réseaux sociaux pendant 1 mois, je pense. Donc, c'est pas nouveau. On a vu beaucoup de monde faire ça. Mais dans le fond, elle sentait qu'elle était comme vraiment dépendante un peu, en fait, cyberdépendante. Puis je pense que dès le départ, elle le lance comme ça. Ça commence comme ça, je vais vous montrer. Mais en fait, bon, alors ça s'appelle Tant pis pour les likes de Bac. C'est chez Nouvelle Adresse. Et à l'arrière, la 4e, c'est « Si c'est possible d'arrêter de consommer de l'alcool pour 1 mois, pourquoi ce serait pas possible d'arrêter les réseaux sociaux? » Et ça commence avec une planche qui est le personnage principal qui s'en met de Bac, qui dit « Alors, comment décrire ma relation avec les réseaux sociaux? En fait, je me demande si je ne suis pas carrément cyberdépendante. » Donc, c'est ce que je suis en train de vous citer. Ça, c'est la première page. Et elle semble explorer vraiment l'évolution, elle semble vouloir aller consulter comment elle va avoir avancé, qu'est-ce qu'elle va revivre et tout ça. Puis, c'est pas que c'est nouveau, je veux dire, on est conscient de cette dépendance-là,
Mais étant moi-même, voyez-vous, là, je vous envoie du contenu par Internet, puis étant moi-même, entre guillemets, créatrice de contenu à mes temps, à mes temps libres, et même si quand j'étais pas nécessairement en création de contenu sur Internet, on est rendu vraiment hyper branché, puis on le sait. Mais est-ce qu'on sait à quel point on est hyper branché? Dans le sens où on sait qu'on a cette dépendance-là, on l'assume, mais en même temps, vraiment faire un arrêt complet, je pense que ça serait quand même intense. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va l'aborder. Est-ce qu'elle va sortir un peu des généralités ou est-ce qu'elle va aller un peu plus loin? Ça semble être quand même basé par contre sur son expérience, donc un récit, donc bien entendu, ça va représenter comment elle l'a vécu, là, donc c'est pas... Mais bon, voilà. Donc celui-là, je décide de l'acheter parce que, en plus, je me suis dit, ben, ça a été sur Internet, il faut que tu aies lu ça. Faut que garder ça en tête, que genre... hein? Qu'il faut peut-être, des fois, débrancher le tout. Alors voilà. Et enfin, j'ai fait une folie. C'est pour 2 raisons que j'ai acheté ce livre-là, alors que techniquement, il était complètement hors de prix de ce côté-ci de l'océan. C'est parce que c'était publié chez l'Iconoclaste et que l'auteur, et c'était le premier roman d'un chanteur que j'adore, qui est Thomas Fersen, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, j'ai enlevé le bandeau affreux, là, mais bon, ça s'appelle Dieu sur Terre de Thomas Fersen, le premier roman du chanteur Thomas Fersen. On va enlever le bandeau, mais c'est chez l'Iconoclaste, donc son premier roman. Et je sais que des fois, la transition d'un chanteur vers un roman n'est pas toujours bonne. La dernière fois que j'ai lu cette transition-là, c'était Daniel Bélanger, puis je suis restée sur ma faim, mais j'avais trop le goût. Thomas Fersen, c'est quelqu'un qui m'a toujours transporté avec sa musique, puis je me suis dit, curieuse. Ça semble être un format assez particulier. Puis à l'arrière, je voulais la 4e, donc ça dit « Dans le Ménilmontant et le Pigalle des années 60 et 70, Thomas Fersen prête, comme en contrebande, une partie de sa mémoire à son héros. Il l'entraîne jusqu'au seuil de l'âge adulte dans sa quête d'amour et de liberté. Ses sœurs, ses parents et par-dessus tout son grand frère, Dieu sur Terre, jouent chacun leur rôle dans ce parcours initiatique. Une fable drôle et légère, un tour de force d'écriture poétique. » Ça m'a donné vraiment le goût. Puis c'est particulier parce qu'on dirait que c'est comme des bribes. Donc c'est vraiment... c'est par fragments. Je vais vous montrer d'autres trucs. On dirait que c'est comme un peu de la prose poétique. Est-ce que c'est en vers libre? Ouais, on dirait que c'est en vers libre. Bref, je suis vraiment fascinée. C'est un petit ovni littéraire. Donc, je l'ai pris vraiment parce que j'aimais le chanteur, que j'ai confiance en sa plume, Thomas Fersen, et en son bon jugement. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein? On pourrait bien l'essayer. Alors voilà, mon mini bocal impromptu, post-microbe. Je me suis dit que j'avais bien bravé les microbes. Je pouvais bien aller maintenant soutenir les auteurs québécois, auteurs et autrices québécois et québécoises, ainsi que Thomas Fersen. Bon. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était un super long segment. Mais on dirait que maintenant que je suis presque capable de vous parler longtemps, je suis capable de cesser. Alors voilà, je vais finir par m'en remettre, mais c'est pas encore terminé, disons. Mais je fais comme si, parce qu'à un moment donné, hein, on dit « fake it until you make it ». Fait que j'espère que de votre côté, vous vous portez bien. Je vous souhaite de ne pas avoir un printemps en microbie, comme ce fut le mien, le cas du mien. Mais sinon, ben, faut se reposer, ça a l'air. Alors, je reprends dès que je peux. Bye bye.
Alors, bien le bonjour, un petit coucou en direct de la studio mobile, de la biblio mobile, je vais l'appeler, pour vous parler de la lecture que j'ai faite hier soir. Donc, je l'ai faite, c'était très thématique. Hier soir, j'hésitais, je m'endormais un peu, je me suis dit, est-ce que je me laisse happer par Internet ou non? C'est ce que je fais habituellement, je dois vous dire quand même. Et là, finalement, j'ai décidé de lire Tant pis pour les likes de Bac, donc le livre que je vous avais dit que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Donc la BD, c'est chez Nouvelle Adresse. Et c'est le compte-rendu du mois que la créatrice de BD a passé en sortant volontairement des réseaux sociaux. Ça peut sembler une idée qui n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire, beaucoup de gens qui le font, puis qui en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux après. Et ce que l'autrice nous parle dans cet opus-là, ça a été créé entre autres aussi pendant une résidence à la Maison de la littérature à Québec, je crois que ça a duré pendant un mois, et elle a créé cette BD-là à ce moment-là. Mais ça rend vraiment compte du moment où elle est sortie des réseaux sociaux volontairement. Et la raison pour laquelle elle l'a fait, c'est simplement parce que elle l'a dit plusieurs fois dans le livre, elle s'énervait un peu, dans le sens qu'elle-même s'énervait elle-même parce qu'elle constatait qu'elle avait toujours le téléphone dans la main, puis elle a quand même une famille avec des enfants, puis qu'elle avait l'impression qu'elle était toujours à avoir besoin de regarder son téléphone comme aux 2 secondes, comme c'est le cas d'une bonne partie de la population, m'incluant moi-même. Et elle a juste décidé de faire cette démarche-là pour elle-même, pas pour faire un statement, pas pour faire la morale à ceux qui le font pas, mais parce qu'elle se sentait comme moyen et bien là-dedans. En même temps, c'est une créatrice de contenu de BD et qui utilise quand même, et elle était également, comme je vous disais, accompagnante de naissance, et bien sûr qu'elle utilise les réseaux sociaux pour faire la promotion de son travail. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas qu'elle pensait qu'elle allait jamais y revenir, mais elle avait besoin de faire une pause. Et là-dedans, on va rendre compte de ses réflexions. Sous forme de BD, on voit qu'elle va rencontrer une psychologue pour voir comment elle peut se positionner par rapport à ça et tout. Et puis, elle va revenir beaucoup sur sa vie d'avant qu'elle appelle, comme par exemple, en format de 1 page, ça s'appelle « Souvenir de ma vie d'avant ». Donc là, on la voit pousser son enfant en regardant le téléphone. Puis là, on va pas... Ça a l'air horrible, mais je veux dire, c'est sûr que c'est une bonne partie de la société qui est comme ça. Puis fait que c'est pas l'idée, c'est pas de passer un jugement. Donc, ça remplit bien son rôle de ne pas passer de jugement, d'ouvrir les horizons. Je me demandais si elle allait avoir une approche nouvelle ou pas. Je dirais qu'elle est quand même pas mal dans ce qu'on constate habituellement, ce qui nous est dit beaucoup, que c'est une dépendance, que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, ils sont conçus pour qu'on y reste, pour qu'on soit enfermé dans notre bulle de conformité. Ils nous montrent des contenus qui vont nous convenir à ce qui semble être nos intérêts. Ça ne fait pas attention pour l'algorithme, donc on reste potentiellement enfermé. Et c'est une dépendance. Et le fait d'avoir une réponse automatique, un like, donc ça va créer de la dopamine chez nous-mêmes, puis la dopamine, ben si on s'y expose comme ça va finir par faire en sorte qu'on est dépendant. Donc c'est vraiment une dépendance. En même temps, j'ai bien aimé le petit côté, le personnage de Bac dans la BD est très outré par ce constat-là. C'est pas que c'est nouveau, mais elle en prend vraiment conscience de ce que ça fait comme différence dans sa vie. Entre autres, elle se remet à lire parce qu'elle décide volontairement de prendre le temps de le faire. Et mais ce que j'aime bien, c'est l'intervenante qui est une psychologue, je crois. Elle finit quand même par conclure que, évidemment, elle laisse sa patiente prendre la décision qu'elle veut prendre, mais elle finit quand même par conclure que ça fait vraiment maintenant partie de la vie. Dans le sens qu'il faut surtout apprendre à vivre avec, plutôt que de se dire qu'on va complètement arrêter dans la mesure où c'est plus ou moins réaliste. On peut le faire, mais c'est sûr que ça intervient dans nos vies pour différentes raisons qui ne sont pas juste personnelles. Donc, il faut surtout apprendre à voir comment on se positionne par rapport à ça. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la chose qui était peut-être pas nouveau parce que beaucoup d'entre nous le savons, mais c'est sûr que tous les gens qui sont hyper anxieux, c'est un processus de validation, entre guillemets, même si elle n'est pas nécessairement... même si ce n'est pas vraiment, je sais pas, vrai, cette validation-là, mais c'est pas grave, c'est un processus, c'est une façon de se rassurer peut-être en ayant un retour rapide de l'extérieur. Donc, c'est sûr que les gens qui vont aller sur les réseaux sociaux et qui ont un tempérament anxieux vont avoir plus de chances de se retrouver en mode de dépendance. Mais tout le monde est, bien sûr, personne n'est à l'abri de ça. Donc, je trouve ça intéressant. La démarche était intéressante. En même temps, je ne peux pas juger la démarche. C'est vraiment un compte-rendu de son mois sans réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de... Ben, pour moi, ça ne m'a pas appris beaucoup de choses, mais je voulais le lire volontairement parce que moi-même, je sais que je suis accrochée à mon téléphone
Et je trouve ça quand même intéressant. Ça nous ramène, disons, en perspective des choses dans un ton tout à fait ouvert et sans jugement. Puis après ça, ce que ça met, ce livre-là, c'est vraiment le fait que c'est la personne qui va décider qu'est-ce qu'elle veut avoir comme relation avec les réseaux, mais c'est pas une question non plus, ça n'empêchera pas les réseaux d'être là, puis ça va être à chaque personne de déterminer si c'est bon pour elle ou pas, puis s'il n'y a pas une réponse universelle pour l'ensemble de la population. Donc c'est une bonne lecture, une bonne BD, je vais la garder chez moi finalement parce que je pense que de temps en temps, si jamais je me sens un petit peu fragile, je relirai quelques plages, surtout les plages dans ma vie d'avant, que c'est des choses qui résonnent quand même en moi, juste pour être sûr que ça me remette, ça m'assure de bien garder les pieds sur terre. Donc, je pense que c'est quelque chose, puis c'est très grand public. Donc, je pense que c'est quelque chose même que, tu sais, évidemment que c'est plus pour la génération, je dirais, je sais pas, 30-45 peut-être, mais et ça pourrait quand même être lu à la limite par des ados pour avoir une réflexion là-dessus. C'est sûr que les autres, on pourra pas les mêmes références. Nous, on a connu la vie sans Internet, sans le téléphone accroché, mais ça fait quand même, on a quand même bien emboîté le pas, les 30-45, puis on l'a vraiment intégré à nos vies, ce qui fait qu'on est quand même plus proche de ceux qui n'ont jamais connu autre chose que d'avoir l'Internet comme ça à portée de main. Mais ça peut quand même être intéressant peut-être de le voir. Bien sûr, c'est le point de vue d'une personne qui a autour de 35 ans avec des enfants et tout. Mais je pense que quand même qu'il y a des sujets qui peuvent être abordés. Puis comme c'est en forme de BD, c'est très, très, très accessible. Donc, voilà. Bon conseil. Je pense que peut-être que ça peut t'amener dans des bonnes Noëls de certaines personnes. Pour des adultes, peut-être. Non, je ne sais pas si ça va vraiment ça va faire sourire, mais je pense qu'il faut surtout se dire qu'on lit parce qu'on a envie de connaître son parcours à elle, puis on a envie de voir si par pur hasard, ça pourrait pas nous donner des petites pistes dans le cas où ça nous concerne. Alors voilà, je suis bien contente d'avoir lu ça. Et sinon, je poursuis toujours ma lecture de L'Anomalie d'Hervé Letellier. Oh, je l'ai presque eu. Fou! Letellier, je l'ai presque eu. Donc, j'ai poursuivi ma lecture audio et c'est, ma foi, très prenant. On évolue vraiment vers quelque chose que, bon, je pense que j'avais vraiment mal perçu le côté inexplicable. Comme je vous disais, on voit plusieurs personnes, puis on se rend bien compte qu'il semble avoir un rapport entre l'évolution de ces personnes-là dans des 2-3 mois qui ont suivi un vol particulier qu'ils ont pris entre Paris et New York, qui a eu plusieurs turbulences. Mais on n'en dit pas plus que ça, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Puis on est rendu à un stade où il va y avoir de l'intervention de services secrets américains. Donc, les gens ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe, les gens qui sont concernés par ces changements-là dans leur vie. Et j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver par la suite. Ça se peut que je puisse pas vous en dire plus parce que je pense quand même que l'idée, c'est d'un suspense de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais jusqu'à maintenant, la plume est toujours aussi excellente. Il y a vraiment de l'humour, de la finesse. C'est bien construit. C'est pas évident d'amener le lecteur à cet endroit-là. Donc, voilà, je poursuis. Puis ben là, c'est ça, j'entame ma fin de semaine. Donc, il va y avoir d'autres lectures qui vont s'ajouter. Entre autres, j'essaie de fouiller. Vous me voyez fouiller un peu dans ma petite pochette à livres que j'avais. Parce que j'aimerais peut-être ça, ma prochaine lecture soit celui-ci. Donc, Les élus Eljun, le premier manga québécois chez Michel Quintin. Donc, je l'avais présenté parce que je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps. Fait que je serais fière de moi parce qu'à date, j'ai lu la BD de Bach. J'aurais lu celui-ci dans presque une semaine après les avoir achetés. Donc, ce serait bien. Ce serait chouette. Puis, j'étais bien curieuse de voir à quoi ça ressemble. Donc, ça se peut que je me lise vu que l'Anomalie, ça va demeurer ma lecture courante. Mais c'est sûr que j'aimerais quand même ça pouvoir intercaler ça de choses un petit peu plus légères parce que c'est quand même prenant. Puis sinon, ben, je l'ai quand même pris en numérique. Puis je sais pas si je vais le faire, mais j'en avais entendu parler beaucoup par tout le gang des Tote Bags qui en ont parlé. Donc, petite lectrice, plus particulièrement en fait Flow and Books, mais petite lectrice aussi qui parlait de Eva Björg Aegisdottir, je sais pas comment dire son nom. Et puis, dans le fond, ça, c'est le tome 1, c'est Elma. Puis je l'ai trouvé en numérique, mais pas, malheureusement, en audio, il n'existe pas. Puis une fois, je me suis dit peut-être que je pourrais, si je le lis, le lire en papier aussi. Donc, je me suis procuré version papier, version numérique. Donc, ça se pourrait que je m'enligne vers ces lectures-là. Quand j'aurai fini Anomalie, si j'ai le temps, je préfère le petit manga québécois. Puis après ça, peut-être essayer avec... ça serait mon premier polar
nordiques. J'ai un peu peur des polars nordiques, c'est toujours trop sombre pour moi, mais peut-être que j'aimerais ça. Peut-être que Eva Björg à Tir, c'est quelque chose qui pourrait le faire pour moi. Donc, je vais peut-être tenter le coup. Alors voilà, ben écoutez, je vous tiens au courant parce que je suis en train de cuire dans ma voiture vu que je dois fermer la ventilation quand je vous parle, sinon vous entendriez juste la ventilation. Donc, je vais mettre fin à cette conversation avec vous avant de fondre. Et ben voilà, on se reparle dès que je peux. Bye! Alors bonjour, me voici en cette dernière journée de cette semaine de vlog littéraire pour vous faire un petit retour sur ma dernière lecture. Mon Dieu! Non, c'est pas mon Dieu, mais dernière lecture, c'est bien entendu le fameux L'Anomalie d'Hervé Letellier qui m'avait été chaudement recommandé par mon père et tout ce que j'ai à dire c'est merci papa. C'était excellent. Un coup de cœur définitivement. Complètement troublant par contre, soyez prêts si jamais vous lisez à être dérouté et j'ai aucune idée comment je vais pouvoir vous en parler parce que c'est quelque chose qui se dévoile, une espèce de casse-tête métaphysico-philosophique, dystopique, non pas dystopique, métaphysico-philosophique dans la science-fiction un petit peu, mais qui se dévoile au fur et à mesure des pages. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler. Et c'est pour cette raison-là que la quatrième que je vous avais lue, je vous disais, on dirait qu'elle dit pas grand-chose, mais c'est dur de... Voilà. Donc, pour rappel, ce que je vous disais, je vais essayer d'être vraiment succincte, puis vous m'en voudrez pas de ne pas trop vous en dire parce qu'il faut absolument découvrir ça. On va suivre, bien entendu, en fait, plusieurs personnes qu'on va voir, on va découvrir leur vie. Ils ont des origines différentes, des métiers différents. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous et toutes potentiellement, en fait, pris un vol Paris-New York en mars 2021. Et on va les suivre de mars à juin, à peu près. Et évidemment, chaque personne qu'on va rencontrer va avoir une vie singulière, une vie en fait qui lui appartient. Il y en a qui ont des vies vraiment singulières, il y en a qui ont des vies ordinaires. Et il va avoir dans certains cas des drames, dans certains cas des joies et tout ça. Bref, la vie quoi. Et éventuellement, il va arriver un événement après à peu près le premier tiers du livre où on va comprendre que on est rendu en juin 2021 et qu'il y a un avion Paris-New York qui a le même numéro que le vol Paris-New York que la plupart des gens ont pris, qui va demander pour atterrir en fait en urgence à un aéroport qui est à, je crois qu'il est à New York justement, bien sûr, Paris-New York, Marie-Soleil. Wow! Et on va comme un peu réaliser que ça semble être le même vol qui a atterri en mars en 2021 et qui là veut atterrir de nouveau en juin 2021 dans les circonstances qui semblent les mêmes. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça va bien sûr alerter la vigilance des autorités américaines parce que ça semble un peu bizarre. Ça sent un peu peut-être la magouille, le détournement d'avion et tout ça. Donc, faut pas oublier qu'on est en 2021, on est quand même post-11 septembre 2001. Donc, des processus vont s'enclencher par rapport à cet événement-là pour essayer d'en apprendre un peu plus sur
qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est vraiment un deuxième vol? Est-ce que c'est un vol différent, mais qui fait juste, c'est comme un canular? Bref, il va y avoir une approche systématique à la CIA, FBI américain, très protocolaire et très, on laisse pas trop de place aux sentiments et aux nuances pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça va complètement faire basculer votre perception du monde. Alors, soyez prêts. Âme fragile, personne je sais pas, c'est incroyable. Ça change complètement les repères, ça fait basculer tout. Bien sûr que c'est de la fiction, mais en même temps, qui sait? Alors voilà, bon, je peux pas vraiment en dire plus que ça. À part, on va essayer de focusser sur des choses dont je peux vous parler. L'écriture d'Hervé Letellier, excellente. Bon, premièrement, comme je vous disais, ça me fait un peu penser au ton qu'on peut retrouver dans la saga des Malociennes de Daniel Pénac. Et ça, dans mon cas, c'est quelque chose que je trouve vraiment agréable, c'est-à-dire que c'est un mélange de langage sans détour, authentique, en même temps bienveillant, en même temps simple, par moments humoristique ou même à la limite sarcastique. Très, très intéressant. Ça va fonctionner par court chapitre, donc ça aussi, ça amène quand même un rythme intéressant. Et ce qui est en fait une perle d'écriture, c'est la construction de ce roman-là. Donc, l'auteur qui nous amène où il veut nous amener, ça demande un travail de construction et de faire confiance au lecteur qui est assez majeur. Ça va être construit petit à petit, brique par brique. Il faut faire confiance que le lecteur va potentiellement tirer des conclusions, erronées ou pas, et essayer de voir comment on peut ensuite l'amener vers l'endroit où l'auteur veut se diriger. Avec, pour couronner le tout, bien entendu, une chute qui laisse potentiellement plus de questions qu'elle donne de réponses, mais ça va un peu dans l'idée de ce roman-là. Donc, écoutez, c'est vraiment là, au niveau maîtrise de l'écriture, autant de la structure que le style, que les personnages, on les aborde rapidement, les personnages, puis on pourrait facilement se perdre. Au début, j'avais peur de me perdre. En même temps, je l'ai commencé en audio. Le narrateur était excellent, donc vous pouvez y aller en audio également. Puis ça se replace vite, là. On s'entend qu'on ne va pas voir non plus un panel de comme 500 personnages. On en voit quand même peut-être une douzaine. Donc après ça, on se retrouve quand même assez bien, il n'y a pas de souci. Et ça permet de toucher des sphères tellement diverses. Dans le fond, tout ce qui est explicable, inexplicable, éthique, immoral, les jeux politiques, les jeux du pouvoir, le côté de diriger sans transparence ou avec transparence, le côté de vraiment plus philosophique de qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains. Bref, fait que j'en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler, mais c'était excellent. Vraiment, tout ce que j'ai à dire, c'est attendez pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Ça se lit très, 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 très bien. Prenez quand même le temps, c'est sûr que ça va quand même faire affaire. On va évidemment dans cette deuxième partie un peu de livre-là, comme je vous dis, comme on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cet événement étrange-là de l'avion de juin, là, qui, on dirait, est un genre de double. Évidemment qu'il va y avoir des interventions avec différents points de vue d'experts. Donc, dans le sens, quand je dis expert, dans le sens où c'est sûr que ça reste quand même un roman, donc c'est pas un essai, mais je veux dire, on va faire parler, on va donner la parole à des scientifiques, on va donner la parole à des gens qui sont dans la théologie, on va donner la parole à des gens qui sont dans la politique. Donc, c'est quand même assez poussé. Donc, même par rapport aux scientifiques. Donc, ayez pas peur de prendre votre temps puis de bien, quitte à relire quelques pages pour être sûr de bien comprendre, parce que tout ce qui va être dit est nécessaire pour que vous compreniez. On ne peut pas vraiment laisser il n'y a pas quelque chose, il n'y a absolument pas rien qui est là inutilement. Donc, c'est vraiment là, c'est complètement sous le charme. Donc, très contente de finalement ne pas avoir laissé traîner cette suggestion de lecture-là de mon père dans les limbes. Je suis vraiment contente de l'avoir abordée. Et
il me disait qu'il y avait des points en commun avec Station Eleven, puis je sais pas trop, mais je comprends un peu, mais tu sais, on est vraiment pas dans la même chose, on n'est pas dans une dystopie. En même temps, peut-être. Je vous dirais qu'on est peut-être plus dans la science-fiction. Ouais, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qu'on est plus, parce que je vais pas non plus vous divulgacher. Donc bref, je pense que ça fait réfléchir à l'humain, à qu'est-ce qui définit l'humain, puis à ce dont l'humain est capable. Donc, c'est peut-être ça qui est un peu en commun avec le Station Eleven de Emily St. John Mandel. Donc, voilà. Donc, je vais clore ça parce que là, j'ai l'impression que je patauge un peu, mais sachez que simplement que je suis complètement enthousiaste par rapport à ce livre-là. Puis, je vous dis, là, c'est à lire sans hésiter. Et puis, sinon, j'ai commencé une lecture audio, mais je suis pas sûre que je vais la poursuivre. Puis donc, on est dans les dernières journées de vlog. Donc, je pense pas que je vais vous en parler tout de suite. Je vais peut-être en parler dans le prochain vlog de toute façon, juste pour être sûre. Et j'ai pas encore lu potentiellement ce que je voulais peut-être lire. Je vous avais dit là, que je voulais peut-être lire justement le premier manga québécois, Les élus de Elyun ou Eljun ou Eljun. Un jour, je vais savoir comment ça se dit. Et peut-être commencer le Elma de Eva Biog à aiguise de tir, sans doute. Mais bon, la journée avance, puis je pense pas vraiment que je vais pouvoir nécessairement terminer quelque chose, peut-être le manga quand même. Fait que je vais voir. Je vais voir si je vais vous reprendre par après. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc que j'ai reçu. Il y a un compte Instagram qui est, si je me souviens bien, puis au pire aller, je vous mettrai la correction ici. Juste des livres, je crois. Qui est dans le fond, une bookstagrammeuse qui a décidé en fait, qui s'implique dans la cause de la fibrose cystique parce qu'elle est directement concernée. Et depuis en fait, c'est la deuxième année qu'elle fait ça. Elle amasse des fonds pour une marche pour trouver des médicaments contre la fibrose cystique. Et elle propose que lorsqu'on fait un certain montant de dons, de nous envoyer des signets qu'elle a fait elle-même. Donc, c'est comme si on, sur preuve d'un don, à sa campagne sa cueillette de fonds, dans le fond, elle nous envoie ça. Je ne sais pas quand vous allez voir le vlog si ça va encore être actif ou pas, mais de toute façon, si jamais vous voulez quand même y aller, sa page demeure là. Un don, c'est un don, que vous ayez les signés ou pas, c'est une excellente cause, donc n'hésitez pas à les donner. Donc moi, je l'ai faite comme l'année passée, j'avais fait également. Puis, j'ai bien contente d'avoir reçu mes petits signets. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Elle proposait, l'année passée, elle avait plusieurs modèles, mais là, cette année, elle a focusé sur 2 trios de signets. Donc, c'était assez intéressant. C'était, on fait un don de 10 $, puis on reçoit un trio de signets. Puis moi, ben, j'ai décidé d'y aller avec, pour la cause aussi, essayer de donner un petit peu plus là, de fonds. Donc, j'ai décidé de prendre les deux signets, les 2 trios. Donc, j'ai eu un petit mot de oui, c'est ça, c'est juste des livres, de Annie, de Juste des livres, qui me remercie pour le soutien et la générosité, qui me souhaite de belles lectures et un joli printemps. Donc, merci à toi, Annie, Juste des livres, pour ton implication. Et je vais vous montrer les 2 trios. Alors, c'est super chouette. Ils sont vraiment chouettes. Super intéressant. Alors, bon, c'est des recto verso. Je vais essayer de vous les montrer avec la luminosité. Si jamais on ne va pas assez, au pire, je ferai des plans avec caméra inversée. Donc, on a un petit côté qui est un petit peu plus, je crois, printanier. Je ne sais pas trop. Donc, on a ceci comme premier côté. Donc, parapluie, abeille et bottes de pluie. Et, par exemple, le parapluie, vous avez à l'extérieur un petit « Oh, happy day ». Ensuite, les abeilles. À l'arrière, on a un super beau petit carotté jaune qui fait très printanier. Et les bottes de pluie, on y va avec un petit carotté rose. Donc, voici. C'est intéressant cette année. L'année passée, il était vraiment en mode standard, mais cette année, ils sont avec les coins arrondis. C'est chouette quand même. Puis, ce sont des formats poche, je crois. Oui. Donc, voyez-vous, j'ai un manga là, qui est allé faire un format poche. Puis, on s'est en fait pour les formats poche. On peut les mettre dans des grands livres. C'est pas grave. Et le prochain trio, qui est un trio qui semble être une thématique de, je sais pas, café, peu importe. Voici. Alors, on a du fleuri, rayé vert et des tasses de café. Alors, derrière le café, il y a, derrière les tasses de café, on a plutôt un motif. Donc, intéressant. Ensuite, derrière les fleurs, nous avons un
tableau de citations sur le café. Moi qui aime tant le café. Ouais, je pense que c'est une thématique de café. C'est juste que je ne les ai pas tous tournés du bon côté. Définitivement. Alors, finalement, ici, on a Love yourself as much as you love coffee. Donc, c'est ici avec les rayures à l'arrière. Donc, si je remets ça dans le bon sens, parce que j'aurais dû vraiment vérifier ça avant, c'était ça la thématique café. Donc, avec les motifs à l'arrière. Alors, merci beaucoup, Annie, de Juste des livres, de ton initiative. J'espère que la campagne de levée de fonds, bon, j'ai trouvé le mot, tantôt j'étais là, amasser des fonds. La campagne de levée de fonds va bien se poursuivre. Et si jamais c'est encore valide, n'hésitez pas à aller voir sur son compte Instagram, à cliquer sur le lien qui est dans ses stories, je pense, où elle les a mis dans stories à la une, pour voir si c'est encore possible de faire des dons. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, c'était ma mini-réception du jour. On va... Et voilà. Puis, ben, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais peut-être essayer de me plonger dans le petit manga. Question de vous offrir une dernière petite critique pour ce vlog. Et ensuite, je vais clore le tout pour la semaine. Alors, je vous dis à tout de suite. Hey, rebonjour! Alors, finalement, j'y ai de dévorer le fameux premier tome de la série Les élus Eljun ou Elyoun de Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre aux éditions Michel Quintin. Donc, pour info, c'était aussi le duo qui avait fait la série de BD Humerlin, si jamais ça vous intéresse, qui était en fait une version science-fiction inspirée de la légende du roi Arthur, mais qui se passe dans l'espace et tout ça. Donc, voilà. Alors, je l'ai lu. Comme je vous disais, c'est sûr que c'est moins mon genre d'univers, donc je ne sais pas si je vais garder le manga. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans mon entourage qui vont avoir un petit cadeau surprise, mais j'ai bien aimé. Mettons que je me mets dans l'idée que c'était mon genre. Qu'est-ce que j'ai pu vous dire? Ça a été quelque chose qui était intéressant. Les personnages, on apprend à les découvrir rapidement. On sent vraiment bien les codes des mangas. Donc, je vais vous montrer un peu peut-être un exemple que dans le fond, on a souvent le côté... je pense que c'est les codes des mangas, puis dans les shonen particulièrement. On va avoir souvent une action qui va se passer. Puis après ça, un espèce de petit dialogue intérieur qui sont des dessins un peu simplifiés et qui sont un peu comme qu'est-ce que les personnages se disent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est souvent lié aux émotions. Donc ça va revenir. Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On est vraiment dans l'action. Ouais, comme là, ça revient encore une fois aussi là, pour signaler ce que ce personnage-là va percevoir. Ça va être ça ici. Donc, on a vraiment là tout ce qui est... on est vraiment dans les grands classiques de codes de manga. En plus, évidemment, le petit côté structure par épisode. Donc, ce livre-là va se baser sur 5 épisodes. Le massacre du volcan d'Idilpelm, la fille du Jarl, le tournoi de bras de fer, le troll qui voulait dévorer le monde et la bataille de Oyoldal, partie 1. J'ai oublié de vous dire que c'était également inspiré potentiellement de l'esprit viking, c'est ça que j'ai compris. Donc, je vais vous lire la 4e pour qu'on se remette dedans un petit peu, là, mais bon. On va se retrouver dans un monde qui est un monde qui est peuplé d'humains, puis dans le fond, dans un village qui semble être un village qui est comme dirigé par un genre de chef viking, le Jarl. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu ça le lien qui est en rapport avec la mythologie viking. Donc, je vous relis la 4e pour être sûr qu'on se retrouve. Sans cesse attaqué par les forces du néant, Elyoun, l'arbre de la vie, choisit de puissants guerriers pour défendre les 9 mondes. Dotés de pouvoirs hors du commun, ces valeureux soldats forment le clan des élus Elyoun. Au cours d'un terrible affrontement, un groupe d'élus est terrassé. Seule survivante, Ulfa part à la recherche de Revner, qui, juste avant de mourir, a activé son pouvoir de réincarnation. 5 ans plus tard, Revner est devenu berger et n'a plus aucun souvenir de son passé. Mais lorsque la quiétude de son village est menacée, le jeune homme rendosse son rôle de héros, sans se douter de la puissance qui sommeille en lui. Donc, on est un petit peu là-dedans, un héros, quelque chose, vraiment des retours dans le passé. Dans le fond, on fonctionne beaucoup par rapport au jeune héros qui s'appelle Revner, qui a un passé qu'il a oublié. On joue beaucoup c'est dans ses rêves, en fait, qu'on va voir un peu les références au passé.
il va avoir une vie de village, il va se rendre compte qu'il y a en fait, il va se rendre compte qu'il est très très fort, mais pour lui, ça évoque absolument rien en particulier, à part le fait qu'il est très très fort. Et c'est grâce au fait qu'il est très très fort qu'il va être remarqué par le Jarl du village, qui va organiser un tournoi de bras de fer. Et c'est grâce au tournoi de bras de fer que Ylfa, qui est une des élus Elune, qui était à la recherche de Revnar, parce qu'elle avait promis qu'elle allait essayer de le rechercher avant qu'il décide de faire son pouvoir de disparition, disons, juste avant de mourir, de le retrouver. Ben, c'est pour ça qu'elle va voir les affiches du bras de fer et il va finir par retrouver Revnar, mais réaliser qu'en fait, il ne se souvient plus de rien. Donc, elle va essayer de voir si elle est capable de réactiver un peu son entraînement, mais entre-temps, l'espèce de guerre entre Elune, qui est l'arbre de vie, et je me souviens plus c'est quoi le nom, l'espèce d'entité qui est le néant, qui se bat contre Elune parce qu'il est jaloux du fait que Elune est un arbre de vie et que lui, il est le néant et que c'est dans mes plates. Ginnung, du néant primordial. Donc, il y avait ça aussi que je vais vous montrer, comme entre chaque épisode, on a comme l'explication de certains grands axes de la saga. Donc, comme là, ils vont expliquer ici c'est quoi Elune, les 9 mondes dans lesquels, en fait, qui sont créés sur l'arbre et que le Ginnung, l'espèce de néant, va essayer de démolir pour justement, au bout du compte, finir par affaiblir l'arbre de vie. Donc, on est dans l'action rapidement. On est vraiment tous les codes de côté, genre action fantastique. On est vraiment dans le côté shonen sans aucun doute. Là, c'est la mise en place des personnages, elle se fait très rapidement. On s'attache quand même assez bien à l'action. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les shonen, parce que je m'y connais un peu moins. La seule chose que j'aurais peut-être trouvé, c'est que on explique quand même très ouvertement. Bon, en même temps, c'est un tome 1, là, fait que ça se peut que ce soit normal. On explique très ouvertement quel est le pouvoir et qu'est-ce que ça implique, mais pendant l'action. Comme au début, il y a des gros combats, puis là, les élus les élus Elune vont utiliser leur pouvoir, mais en les nommant. Puis pour le lecteur, on va comme expliquer en même temps qu'est-ce que ça fait. Fait que par exemple, ici, on dit, bon, c'est Ylfa qui est comme, je vais lui régler son corps. Puis elle va dire, pouvoir du loup, griffe éthérique. Puis là, on va voir la conséquence de ça. Fait que pour chacun, les pouvoirs des élus, ça va être comme ça. Fait que la seule chose que j'aurais pu voir, c'est que c'est sûr que c'est pour un jeune public. C'est comme si on... Ben, même un jeune public qui va comprendre quand même un peu, mais c'est comme si on veut quand même beaucoup expliquer les pouvoirs. Mais en même temps, c'est pas fou parce que sinon, je pense que ça serait un petit peu trop difficile à suivre. Mais à part ça, c'est quand même bien intéressant. Je suis pas le public cible, là, clairement, mais je trouve ça vraiment bien fait. Clairement, c'est du manga. Les gens qui aiment ça, les gens qui aiment le manga vont s'y retrouver, vont retrouver leur bonheur sans aucun problème. Et je pense quand même que c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être suivie. Puis de voir qu'est-ce que Michel Quintin va faire comme... manga Marie-Soleil. De voir qu'est-ce que Michel Quintin va faire. Comme ils ont parti ça, est-ce que ça va être la seule série? Est-ce qu'ils vont en faire d'autres en même temps? Donc, je sais pas trop. Mais sinon, ce duo de scénario... Je trouve que le scénario est un petit peu léger. Mais en même temps, dans les shonen, c'est souvent comme ça, parce qu'on est vraiment dans l'action, donc c'est comme une quête qui se passe super vite. Mais le visuel est vraiment intéressant, puis je pense que c'est vraiment bien approprié, les codes manga. Puis moi, j'aime bien parce que même dans l'action, on comprend. Parce que souvent, dans les mangas, je trouve, quand les shonen, on comprend pas trop, mais comme là, voyez-vous, il se passe quelque chose, mais on prend quand même bien, c'est chargé, mais pas au point qu'on comprenne pas qu'est-ce qui se passe, puis qui est impliqué dans l'action. Donc, chouette lecture. Je ne sais pas, comme je dis, si je vais lire la suite, mais au moins, j'étais contente d'avoir découvert ce premier manga québécois-là. Très, très contente que ça fasse partie maintenant d'une des cordes à nos arcs de la littérature québécoise. Donc, voilà, belle découverte. Et ce sera la dernière lecture de ce vlog-ci. Donc, je vais clore le vlog de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'est ce qu'on se revoit. Je vous souhaite, comme toujours, des super découvertes littéraires. Pourquoi pas sortir un peu de votre zone de confort. Moi, je l'ai bien fait un petit peu pour celui-là. Et puis, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est des joyeuses lectures, comme d'habitude. Et puis, ben, j'espère que vous oserez en discuter en commentaire. N'hésitez pas, on sent la petite timidité. J'aimerais bien ça pouvoir voir si parmi vous, certains ont déjà tenté. C'est très récent comme sortie, mais si on vous avait déjà tenté de lire
cet opus-là, et gênez-vous pas. Puis si jamais vous avez apprécié le vlog puis que vous voulez me soutenir, ben, comme d'habitude, c'est les mêmes manifestations typiques. Petit pouce en l'air, abonnement, etc. En parler, diffuser, c'est toujours apprécié. Sinon, de toute façon, je vais être là la semaine prochaine avec un prochain vlog. Alors d'ici là, ben, bonne lecture, puis à la prochaine!